Les 23, 24 et 25 septembre, Dakar a résisté à une triple entreprise. Entreprise de sédition, entreprise d'intimidation, entreprise de force. L'entreprise de sédition a été soigneusement préparée. On y reconnaît une technique qui n'en est pas à son coup d'essai. Voyons les faits. Pour rassembler les complicités qu'on suppose avoir et en prendre la direction au moment décisif, les émissaires de De Gaulle sont déposés sur la côte du Sénégal dans les jours qui précèdent l'agression. Ils arrivent à Dakar. Leur chef paraît bien avoir été le lieutenant de Bois-Lambert, promu chef d'escadron par De Gaulle et qui appartient à son cabinet militaire. Il a participé à la sédition de Douala. Il a été à Brazzaville. C'est un spécialiste de cette sorte d'affaires. Il a passé à Dakar la nuit du dimanche au lundi. Il déclare l'avoir passé sur la corniche sous le gouvernement général. Toujours est-il qu'à 5 heures du matin, il se présente, le revolver en poche, dans la chambre d'un colonel d'artillerie pour le convaincre de ne pas faire son devoir. Devant l'accueil qui lui est fait, il s'enfuit précipitamment. Puis, c'est le survol de la ville par des avions jetant des tracts, invitant à l'insurrection les différents éléments de l'armée, de la marine et de la population civile. C'est dans le même temps l'atterrissage à Ouakam de 2 avions amenant des émissaires qui s'emparent du commandant d'aviation allé à leur rencontre, lui lient les mains derrière le dos et le tiennent en laisse. Ils sont bientôt à leur tour maîtrisés. Ils étaient porteurs de cartes indiquant les points sensibles à occuper, l'indication de certains contacts à prendre et des neutralisations à opérer. Enfin, c'est l'arrivée au port des parlementaires, dont on parle abondamment parce que, s'enfuyant malgré les sommations qui leur étaient faites, leurs embarcations ont été prises à partie. Singulière façon, n'est-ce pas, d'envoyer des parlementaires que de les faire précéder de l'introduction dans la place des éléments directeurs d'une 5e colonne qu'on croit avoir et d'aviateurs chargés de neutraliser les récalcitrants. La ruse est évidente. Pendant que les autorités responsables auraient pris connaissance des messages qui leur étaient, paraît-il, destinés, l'affaire aurait suivi son cours par les soins des émissaires amenés par surprise et dont on ne parle pas. La surprise n'a pas joué. De Gaulle était bien mal informé, le complot a manqué. C'est maintenant la deuxième phase, l'intimidation. Le moyen d'intimidation, c'est la puissante flotte anglaise. Toutes les communications de Gaulle s'y réfèrent et elles sont nombreuses. Si les expressions changent, le thème reste le même. Dans la communication de 9 heures le 23 septembre, il est énoncé dans toute sa brutalité. Si mes navires et mes troupes françaises ne peuvent remplir leur mission, les énormes forces alliées qui me suivent prendront l'affaire à leur compte. Effectivement, à 1h30 le 24 septembre, dans son ultimatum, l'amiral anglais commandant l'escadre transmet « C'est à moi de parler maintenant. Vous savez par quelle voie. » Mais l'intimidation aussi a échoué. Elle a échoué avant le bombardement. Elle a échoué pendant le bombardement. Elle a échoué tout au long de ces 3 journées que nous avons vécues, sans que fléchisse un seul instant notre volonté de ne pas nous laisser séparer de la France. Le sort des armes nous a été favorable. L'échec des entreprises menées contre nous est dû aux réactions immédiates des exécutants aux prises avec les émissaires. Il est dû à la magnifique bravoure des troupes de terre, de mer et de l'air. Il est dû à la haute tenue morale de la population européenne et indigène. Aux heures les plus critiques, les chefs de l'armée, de la marine et de l'aviation m'ont donné le spectacle exaltant de leur maîtrise et de leur détermination. Et que dire des cadres à tous les échelons? Que dire de la troupe, des équipages? Fantassins, artilleurs, marins, aviateurs, tous ont été splendides de courage tranquille, d'allant, d'initiative et d'inébranlable résolution. C'est à eux, qui ont été plus particulièrement au danger, que doit aller par priorité la reconnaissance du pays. Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est la simplicité avec laquelle tous ont fait ici leur devoir. Aux heures habituelles, tout le personnel des services européens et indigènes a rejoint son poste, comme aussi les chefs d'entreprise et leurs agents. Sous les obus, les services de sécurité, police, gendarmerie, transmission, sapeurs-pompiers ont imperturbablement accompli leurs tâches. Les services d'assistance, infirmiers, brancardiers, boy scouts ont procédé à la recherche et à l'enlèvement des morts et des blessés avec un courage tranquille, une abnégation totale. Aucun affolement dans la population, dont l'évacuation pour des nécessités militaires n'a pu commencer que le 2e jour.
Cette évacuation s'est faite sans à-coups, grâce au dévouement de nos cheminots qui ont su utiliser au maximum la voie unique et le matériel réduit dont ils disposaient, grâce aussi à la discipline des partants. Ce n'est pas seulement Dakar, dont Gorée ne se sépare pas, qui a montré toutes ses vertus. Rufisque a été l'égal de Dakar. Thiès, dans les mêmes sentiments, attendait les développements possibles de la situation. Et de partout en Aouef, de Port-Gentil et de Libreville au Gabon, j'ai reçu l'assurance qu'on était prêt à suivre l'exemple de Dakar. Les villages de la banlieue, Yoff en particulier, le Sénégal et les postes avancés du Soudan, dans l'accueil qu'ils ont fait aux femmes et aux enfants évacués de Dakar, ont témoigné d'une générosité paternelle dont Dakar gardera toujours le reconnaissant souvenir. Oui, dans ces journées capitales, c'est bien l'âme française de notre colonisation africaine tout entière qui a vibré dans l'expression de son attachement passionné à la patrie meurtrie, à notre France bien-aimée qui suivait anxieuse notre combat. La France maintenant est fière de nous. J'en ai reçu d'innombrables témoignages. La France avec Dakar, avec l'Afrique française, s'incline pieusement sur les tombes que l'agression a tragiquement ouvertes. Ce matin, la ville tout entière a suivi avec émotion le service funèbre de ces morts. Ils ont été jusqu'au dernier sacrifice les défenseurs de la cité. Ils ont été les victimes d'un geste odieux que rien ne justifiait. Leur souvenir restera gravé dans tous les cœurs français. Français de l'Afrique occidentale, c'est à vous que je veux parler ce soir. Ce que prétendent faire de vous Boisson et Darlan, vous ne l'accepterez pas. Il serait odieux vraiment que ces volte-face, ces mensonges publics, cette absence de scrupules que l'on a tant reproché à la Troisième République deviennent aujourd'hui la règle et de ce qui était naguère, était justement critiqué, soit seulement toléré quand sont en jeu la vie et la grandeur de la France et de l'Empire. Boisson et Darlan ont pu s'habituer à la honte, mais ils ne vous ont pas habitué à la honte. Le moment du refus d'obéissance a sonné. Vous allez rejeter avec dégoût ces deux ambitieux, nos ennemis et les vôtres. L'Afrique occidentale française ne leur permettra pas de garder leur place, car leur place, vous le savez, sont leur unique souci. Que de démarches n'avaient-ils pas faites pour les obtenir? Que de crimes n'ont-ils pas commis pour les conserver? Au patronage de Georges Lègue ou de Paul Reynaud, ils ont ajouté le patronage de Laval et de Hitler. Moyennant quoi, ils ont poursuivi ce qu'ils appellent une belle carrière. Eh bien, cette carrière est finie, car en la menant avec ce criminel savoir-faire, ils ont risqué la France. Ils ont combattu les amis de la France, ils se sont opposés à la volonté du peuple français. Ceux-là, Français d'Afrique équatoriale et d'Afrique occidentale, vous ne leur pardonnerez jamais. Qui a signé la capitulation quand notre flotte tenait la mer avec toute sa puissance? Qui a maintenu pendant plus de 2 ans cette flotte comme une menace incessante contre les alliés de la France? Qui a livré les 3/4 de l'Indochine au Japon et le dernier quart au Siam? Qui a fait tuer des milliers de Français en Syrie et à Madagascar pour y défendre les bases allemandes et japonaises contre la France combattante et ses alliés? Je n'ai pas besoin de le nommer. C'est le même pourtant qui voudrait régner sur vous quand toutes vos forces rassemblées sont désormais en mesure de hâter la libération de la patrie. C'est le même aussi qui redonne l'investiture à Boisson, à ce Boisson que j'ai vu, que nous avons tous vu ici, choisir sciemment entre la France et un poste de haut-commissaire et refuser la France. Pauvre désir d'avancement qui liait sa fortune à celle de l'ennemi. Dès lors, il lui fallait passer par les volontés de l'ennemi, lui conserver Dakar contre le général de Gaulle et les Alliés, aider les entreprises de ses sous-marins, favoriser activement et passivement la guerre allemande, en un mot, trahir. Pourtant, il y aurait une certaine grandeur dans le crime, même si le criminel, en cas d'un succès, s'offrait au châtiment. On a joué son pays pendant, on a joué son pays perdant, on l'a poussé un peu plus fort vers sa perte, on l'a avili aux yeux du monde,
On en a désespéré des enfants opprimés, impatients du salut. Voilà qui est odieux sans doute et qui mérite 1000 morts. Mais du moins, quand on a fait cela, on disparaît de la scène. On accepte la justice des hommes où l'on se fait justice soi-même. Mais on ne vient pas dire, voyez comme j'ai bien trahi. Eh bien, je continue. Ma trahison d'hier jouait contre les alliés de la France. Laissez-moi essayer celle d'aujourd'hui en leur faveur. Je ne sais plus au juste où en est la France, ni ce qu'elle deviendra. Mais je suis là, moi, avec mon expérience de la bassesse. Utilisez-moi, je vous servirai. Eh bien, c'est cela que vous, Français d'Afrique occidentale, n'admettrez pas. Car vous savez parfaitement qu'il n'y a qu'un seul moyen pour la France d'effacer les traces de la capitulation, c'est de montrer cette droiture, cet amour-propre exigeant, cette résolution, cette fierté sans lesquelles notre pays et son empire n'auront le choix qu'entre la domination allemande et la pitié du monde. Et vous savez très bien aussi quelles seraient les conséquences de cette pitié et avec quelle dédaigneuse réserve serait traitée une France qui, après avoir été représentée par Foch et par Clémenceau, le serait par un Darlan et par un Boisson. On la laisserait vivre, évidemment, mais on ne se gênerait pas avec elle. Pourquoi respecter les lâches et honorer les menteurs? Pourquoi exalter une nation qui se roulerait dans la boue? Et vous, population noire de l'Afrique occidentale, vous tous, Sénégalais, Dahoméens, Soudanais qui m'écoutez, croyez ce que je vous dis. Je n'ai de ma vie jamais trompé un quelconque d'entre vous. Depuis longtemps, je sais ce qu'il y a dans votre cœur. Vous avez senti que ce qu'on faisait dans votre pays n'était pas beau. Vous avez compris que la croix de Lorraine est l'insigne de ceux qui sont courageux. Vous avez entendu le général de Gaulle dire les mots qui étaient écrits dans vos consciences. Je m'adresse à vous. Le moment va venir où votre pays sera délivré. Ceux qui avaient voulu aider les Allemands s'en iront. Le général de Gaulle viendra chez vous et vous verrez que vous aviez raison de croire en lui parce qu'il est le seul chef qui ne se soit pas trompé et qui ait toujours suivi la voie droite. Ai-je besoin de dire combien je suis profondément ému par l'accueil magnifique de Dakar? Dakar a montré son cœur et tous ont pu voir. Et tous ont pu voir que ce cœur se bat que pour la France. Ah, certes pas pour cette France falsifiée que quelques malheureux avaient voulu nous représenter comme renonçant à elle-même, à sa victoire, à sa vocation, mais pour la France telle qu'elle est, luttons. Telle qu'elle est, luttons, dans la fierté, dans la douleur, dans l'espérance, contre l'envahisseur détesté. L'Afrique occidentale française, comme Dakar, a souffert. Mais comme Dakar, l'Afrique occidentale française n'a jamais perdu dans sa pensée, n'a jamais perdu de vue le jour où il lui serait possible d'apporter dans la guerre sacrée, dans la guerre de libération, son incomparable position stratégique, le service militaire de ces hommes, français ou indigènes, et le labeur de toute sa population. Aujourd'hui, l'Afrique occidentale française contribue, sous la direction éclairée de son gouverneur général, M. Cournari, et de ses collaborateurs, contribue à l'immense effort de guerre qui écrasera l'ennemi. Le gouvernement
entend par ma bouche lui en décerner aujourd'hui hautement le témoignage. Le gouvernement tient à souligner ici quel est l'effort d'effectif sous la conduite de cadres résolus et instruits envoyés vers les champs de combat par l'Afrique occidentale française ou qu'elle s'apprête à y envoyer. Le rôle que joue dans la grande bataille de l'Atlantique la base française de Dakar et l'escadre qui s'y appuie. L'effort de production sans cesse croissant dans le groupe de nos colonies africaines de l'Ouest de toutes les matières nécessaires à la guerre. Et enfin le travail de tous, fonctionnaires ou particuliers. Le gouvernement a conscience de cet effort de guerre qui aura ce développement jusqu'au jour où l'Afrique occidentale française, comme toute la France, comme tout l'Empire, comme le monde libre tout entier, arborera le grand pavois au plein soleil de la victoire. Courage, effort, confiance, voilà le mot d'ordre, parce que c'est la voie qui nous mène tous ensemble à la liberté, à la gloire, à la grandeur. Vive Dakar, vive l'Afrique occidentale française, vive la France! Je demande que tous ensemble, vous chantiez avec moi notre Marseillaise. Allons enfants de la patrie, ce jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mourir d'espérance soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, dans son rêve, embrase nos sillons. La France forme avec les peuples d'outre-mer une union fondée sur les égalités des droits et des devoirs
sans distinction de race ni de religion. L'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leur civilisation respective, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires. Écartons tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire et le garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. Ici Dakar, RTF. Au terme du congrès de regroupement organisé ici par les indépendants d'outre-mer, un parti est né, le BAP, Bloc africain du progrès. Un délégué a demandé que l'on dise BAP et non BAP, car BAP signifie arbre sous lequel on se réunit, mais BAP est un mot du langage wolof. On a donc accusé le délégué de particularisme et le congrès a décidé de prononcer officiellement BAP, Bloc africain du progrès, répétons-le. Il est à noter que dans sa résolution finale, le Congrès demande qu'un cessez-le-feu intervienne en Algérie, que la discussion soit engagée avec les représentants authentiques du peuple algérien, que le statut de l'Algérie préserve le droit à l'indépendance de l'Algérie au sein d'un Maghreb librement associé à la France par des liens confédéraux. Voici un élément des débats de ce matin. M. Ouezin Koulibaly, envoyé par le RDA en observateur à Dakar, fait un appel à l'union. Les Africains ne sont pas divisés. Voyez-les au village. Ce sont les hommes politiques qui les divisent par le mensonge, la surenchère et la démagogie. En saluant ce congrès, le Rassemblement démocratique africain apprécie hautement la contribution importante que vous venez d'apporter dans ces 3 journées à l'édification de l'Afrique qui se lève. Et voici dans quel esprit le Congrès envisage l'avenir de l'Afrique noire. C'est M. Senghor qui parle. Nous sommes actuellement sous un statut colonial. Il s'agit d'abord, n'est-ce pas, d'avoir un statut d'autonomie interne, d'avoir nos parlements locaux et nos gouvernements locaux et d'avoir des représentants au Parlement et au gouvernement fédéral. Ensuite, mais c'est dans la Constitution, nous pouvons, quand nous aurons eu l'expérience de l'autonomie, demander à aller en avant et à être un statut, un État qui nouera de libres liens avec la France dans un système confédéral ressemblant au Commonwealth. Le débat se poursuit actuellement sur les statuts du nouveau bloc. Ici, Dakar, à vous, Paris. Monsieur Gaston Cousin, haut commissaire en AOF, vient de tenir une conférence de presse qui prélude à un mois d'activité politique intense que va vivre la Fédération. Monsieur Gaston Cousin, dans sa conférence de presse, a fait part aux journalistes d'une idée qui, sur le plan politique et économique, présente un grand intérêt. La construction d'un chemin de fer reliant à travers les territoires Dakar à Abidjan. Le haut-commissaire s'explique. La conception que j'ai lorsque je parle du chemin de fer Dakar-Abidjan est celle d'un chemin de fer transcontinental à l'américaine ou à l'australienne, qui est un chemin de fer entraînant, si je puis dire, derrière lui des activités économiques et déterminant des activités économiques. Il est certain que si l'on a le long de ce chemin de fer des entrepôts frigorifiques, si l'on a le long de ce chemin de fer des silos pour les productions ou d'arachide ou de mil, etc., on aboutira au développement nécessaire. D'autre part, ce qui m'est apparu important, c'est la nécessité de donner aux 8 territoires ce que j'appelle une colonne vertébrale.
car ces pays, l'Afrique occidentale, ne forment pas un tout. Ce sont des pays qui tournent le dos au continent, qui regardent vers la mer, qui sont séparés à gauche et à droite par des enclaves étrangères. Si nous faisons ce chemin de fer, si nous en faisions un chemin de fer moderne, c'est-à-dire un chemin de fer à voie normale, non pas un chemin de fer à voie d'un mètre, on créerait enfin dans ce pays des conditions d'un développement industriel, minier et économique considérable. L'idée de la construction d'un chemin de fer moderne Dakar-Abidjan, de type américain ou australien, idée lancée par M. Gaston Cuisin, est certes intéressante. Il s'agit d'un projet grandiose si l'on songe aux milliards que coûterait une telle entreprise. Mais on peut aussi se demander si un tel axe ferroviaire ne provoquerait pas un soudain essor des territoires à la mesure précisément de cette entreprise considérable. En bref, le mois politique en AOF, malgré l'hivernage chaud et lourd qui commence, sera fertile en conférences et débats, puisqu'il sera marqué par une réunion le 5 des gouverneurs et ministres et le 20 août par une séance extraordinaire du Grand Conseil de l'AOF. Ici Dakar, à vous Paris. Son rôle a beaucoup changé. Les impôts qu'il votera seront applicables immédiatement sans être soumis à la tutelle du Conseil d'État. Il pourra créer des établissements publics et sera consulté sur des questions qui, jusqu'à présent, échappaient entièrement à son intervention, par exemple la réglementation des distributions d'énergie électrique et des forces hydrauliques. Enfin, notre Assemblée dispose d'un droit de recommandation en toute matière, aussi bien à l'égard des territoires que du Haut-Commissariat, comme elle est appelée à concilier les intérêts territoriaux et à arbitrer les conflits éventuels. Certainement que d'aucuns pourront penser à un revirement des positions du RDA à l'égard de la loi cadre. Mais je tiens dès maintenant à affirmer que ce n'est nullement un revirement. Lors des débats sur la loi cadre, le RDA avait indiqué sa préférence en ce qui concernait la personnalisation des territoires dans la gestion de leur patrimoine, permettant aux populations, par le jeu démocratique, de défendre leurs intérêts et d'agir sur le plan économique comme sur le plan social en conformité des réalités qui dominaient dans chacun des territoires. C'était le renforcement de l'exécutif à l'échelon territorial. À l'échelon territorial. Sans toutefois nier la nécessité de l'unité africaine qui était réalisée sur divers domaines et en ce qui concerne l'exécutif par la création d'une fédération dotée d'un haut commissaire ou d'un gouvernement général qui avait jusqu'ici la charge des services communs aux différents territoires groupés. Le RDA donc, en précisant sa préférence, ne portait pas fondamentalement atteinte à cette unité. Il voulait tout simplement que les institutions au niveau des territoires aient le temps de se roder pour qu'ensuite ces territoires expriment librement les conditions et les formes dans lesquelles les services communs, les services interterritoriaux et la gestion de ces services pourraient être déterminés. Je me permets de vous interrompre. Là, est-ce que vous pensez qu'actuellement, la période de rodage dont vous parlez des différents territoires est une période qui est déjà atteinte? Il y a entre la stratégie d'un parti politique et sa tactique des données qui toutes ne dépendent pas de sa volonté. Par conséquent, les positions fondamentales du RDA qui avaient été présentées par d'aucuns comme devant balkaniser l'Afrique, comme devant forcément renforcer les tendances territoriales, les particularismes ou les égoïsmes,
contre le mouvement d'émancipation générale qui est devenu une réalité en Afrique en raison même de la structure qu'a le RDA, de la structure des organisations syndicales, des organisations d'anciens combattants, des organisations culturelles ou de jeunesse, une structure fédérale embrassant l'ensemble des territoires. On voulait par conséquent mettre en opposition la préférence du RDA au développement possible de ces tendances. Oui, j'entends bien. Et le RDA, lors de la dernière session du Grand Conseil, a eu donc à affirmer sa position en demandant, en prenant l'initiative de demander la création d'un exécutif fédéral qui se chargerait de la gestion des services communs.